Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous m'entendez bien. Donc on va pouvoir commencer. Donc encore une fois, merci pour votre participation au webinaire Matuma consacré à la question comment bien maîtriser la connectivité IoT M2M de vos objets connectés. Donc pour brièvement me présenter, je suis responsable marketing produit au sein de Matuma. J'étais précédemment aussi chez Matuma en charge du développement des offres et des produits auprès des startups et des incubateurs. Je devais un petit peu me balader dans les incubateurs, aller rencontrer les startups, justement pour évangéliser un petit peu tout ce qui était technologie M2M et faire ce type de présentation de comment choisir sa connectivité IoT. Dans mes expériences précédentes, j'étais aussi directement impliqué dans le projet de création d'entreprises technologiques. Et donc, depuis mon arrivée chez Matuma, je me suis véritablement spécialisé sur les technologies IoT et bien entendu sur les réseaux cellulaires et technologies LP1, d'où ma présence aujourd'hui avec vous. Donc, concernant le déroulé du webinar, on va passer un peu plus de 45 minutes ensemble, donc environ 30 minutes de présentation et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Donc, je vous propose de dérouler la présentation et que vous posiez vos questions au travers du chat au fil de la présentation. Et donc, j'y répondrai lors de la session de questions-réponses à la fin. Donc, sur le chat, vous pouvez le voir via l'outil GoToWebinar. Vous avez une petite, je vous ai présenté ça sous forme de petites flèches. Vous allez pouvoir vous connecter là, sur ces chats et vous nous envoyez les questions. Et à la fin, on compilera toutes les questions pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Rentrons dans le vif du sujet et prenons un petit peu de hauteur. Donc, dans la chaîne de valeur un peu de la IoT du M2M, et donc qu'est-ce qui fait un objet connecté? Il y a différentes briques qui le composent. Donc, on va commencer par le plus tangible, le plus visible, c'est le hardware. Lorsqu'on parle de hardware, on va être autant sur le design produit, donc directement le boîtier typiquement le boîtier d'un modem, d'une montre, d'un objet connecté, mais aussi du design de la carte électronique. Donc c'est véritablement la partie matérielle de l'objet connecté. Ensuite, la partie software, ce qu'on peut appeler comme l'intelligence de l'objet. C'est ce qui fera vivre votre objet et déterminer de son fonctionnement, de ses actions. Donc on peut élargir aussi cette brique avec des plateformes IoT, notamment de type device management. Donc une fois ces éléments assemblés, il faut les faire parler. Et c'est là que la connectivité va rentrer en action. Donc grâce à elle, vous allez pouvoir remonter les données de votre objet et déclencher les actions souhaitées. Donc typiquement, une alerte, une donnée de batterie ou tout type de données. Dernière brique, ce qu'on va communément appeler le big data, c'est toute la partie gestion, analyse de la donnée. C'est un petit peu la dernière brique, ce qui est en bout de chaîne, et c'est ce que votre client final va avoir en termes de service. Typiquement, tout ce qui est une solution au niveau des smart cities avec plein de capteurs qui peuvent être positionnés dans une ville et qui vont remonter toutes les informations pour créer des services, que ce soit des services de mobilité ou des services d'efficience énergétique. Donc, dans cette chaîne de valeur, où se positionne Matuma? Vraiment très brièvement et en quelques mots. Donc nous, on est bien entendu sur la connectivité, comme vous l'aurez bien compris, via nos cartes SIM, des cartes SIM mono et multi-opérateurs. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 000 cartes actives dans le monde. Et sur la gestion de flotte d'objets, de cartes SIM, avec notre plateforme de gestion, qui est aujourd'hui utilisée par 2500 clients. Donc, depuis notre création en 2012, c'est vrai nous n'avons cessé de croître pour être aujourd'hui 55 employés et avec un chiffre d'affaires espéré en 2019 de 15 millions d'euros. Les présentations faites,
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc cette présentation va être répartie en 5 grandes parties. Donc une première sur les critères de choix de la connectivité. Ensuite, nous verrons un peu plus en détail les technologies déployées en France pour connecter son objet. Ensuite, les trucs et astuces un petit peu sur comment préparer au mieux le déploiement de votre projet IoT. Et enfin, nous finirons, avant d'attaquer le jeu des questions-réponses, sur les bonnes questions à se poser avant de choisir sa connectivité. Donc, les critères de choix de sa connectivité. C'est certainement le slide le plus important à retenir, car il pourra vous servir aussi de grille de choix pour votre connectivité. Et je me suis appuyé sur ces critères aussi pour comparer dans la suite de ma présentation les différentes technologies aujourd'hui déployées. Donc, comme présenté en début de présentation, la connectivité n'est qu'une brique de votre solution. Donc, c'est pas elle qui doit décider de vos choix finaux en termes de caractéristiques produits, excusez-moi, et ou des fonctionnalités de votre solution. Donc c'est vraiment vous en tant que chef de projet IoT, en tant qu'entrepreneur, qui devez décider vraiment des indispensables de votre solution. Quand je dis indispensable, c'est par exemple avoir du temps réel, de pouvoir gérer la mobilité ou ce genre d'aspect, de savoir si votre objet est statique en mobilité, ce genre de choses. Et véritablement, la connectivité, elle ne doit pas être un frein technique ou économique dans le service que vous proposez via votre solution IoT. Donc pour commencer, tout ce qui est autour de la portée de la couverture. Dans le nom de toute façon LP WAN, c'est vrai qu'on parle beaucoup de portée. Low Power Wide Area Network étant tous les aspects de longue portée. Donc en premier lieu, c'est vrai que ça sera la portée de couverture à la fois des antennes et des objets, c'est-à-dire le rayonnement auquel votre objet aura vis-à-vis du réseau. Donc, c'est-à-dire que s'il est positionné à un endroit, jusqu'à quelle distance il doit être de l'antenne pour pouvoir émettre et pouvoir remonter les données. Dans ces aspects de couverture de portée, j'ai aussi regroupé les éléments de couverture, tout ce qui est indoor, souterraine, encore une fois sur des cas d'application, ça c'est des choses qui peuvent être des conditions sine qua non pour votre projet, et tout ce qui est autour du roaming agreement. Roaming agreement, c'est effectivement comment le réseau est déployé aujourd'hui dans le monde et tout ce qui est couverture à l'international. Ensuite vient la capacité du réseau. Donc, en tant que capacité, cela va regrouper un peu les aspects de débit moyen, Derrière, les temps de latence. Donc, temps de latence, ça va être le temps de remontée de la donnée, le temps de réponse. De l'aspect de la gestion de la mobilité, notamment ce qu'on appelle la gestion du handover dans les télécoms, ou encore les aspects de bidirectionnalité. Donc, typiquement, pour certains types d'applications, comme la vidéosurveillance, le débit va devoir être très très élevé. Le débit moyen devra être très élevé pour pouvoir envoyer en live des images. C'est l'essence même derrière des technologies LP WAN, c'est véritablement la partie autonomie. C'est l'une des grandes forces des technos réseau LP WAN, et c'est véritablement aussi pour ça qu'elles existent aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir une autonomie prolongée de son objet allant de 5 à 10 ans, et donc sans avoir besoin de recharger son objet. Donc dès que effectivement vous n'êtes pas branché sur secteur, ça va véritablement amener plein de possibilités pour le positionnement et le déploiement de votre solution. Donc c'est au travers de différentes techniques selon les réseaux que les objets pourront se connecter, déconnecter du réseau et améliorer leur performance en termes d'autonomie. Derrière, nous pouvons parler de la fiabilité. Fiabilité du réseau, c'est assez lié à tout ce qui est qualité de service, QoS. Encore une fois, dans les télécoms, c'est un terme qui revient souvent. C'est la capacité d'un réseau à respecter les exigences de fourniture de services de télécommunication, donc notamment en termes d'accessibilité, donc la visibilité sur la présence notamment du réseau. Donc c'est aujourd'hui typiquement sur le mobile, les différentes barres, la qualité de signal que vous allez avoir. C'est la disponibilité du réseau,
la continuité de service, donc c'est tout ce qui est éviter les coupures de réseau, et l'intégrité. Donc l'intégrité, ça va être tout ce qui est respect de la bonne donnée et du message délivré. Vient ensuite les aspects coûts, encore une fois aussi une des raisons d'être, on va dire, des technologies LPWAN, ça va être à la fois sur les coûts des modules, donc de fabrication directement de vos objets, plus des coûts d'abonnement mensuel annuel de connectivité. Donc c'est sûr que c'est la partie bien évidemment la plus impactante sur votre business model. Donc il faut bien savoir mesurer, notamment en termes de connectivité, ces besoins réels, car évidemment un prix va être différent, un tarif va être différent si vous êtes sur du 1 MO ou si vous êtes sur du 1 giga. Donc ça a un vrai impact sur votre prix de vente et il est toujours plus simple de baisser un prix que de l'augmenter quand vous avez annoncé quelque chose à un prospect ou un client. Sur les aspects de propriétaire standard, là c'est ce qu'on parle au niveau un peu de l'interopérabilité entre les objets et les réseaux existants. Donc c'est grâce au standard que vous allez avoir une interopérabilité entre les réseaux, les différents objets pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Un exemple assez simple, ça va être les portables. Donc à une époque pas si lointaine, tous les réseaux GSM n'étaient pas standardisés et les fabricants n'utilisaient pas tous les mêmes caractéristiques dans leur carte électronique. Et donc, ça pouvait impliquer des incompatibilités des téléphones sur les différents réseaux. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant d'avoir un téléphone qui pouvait marcher dans un pays mais pas dans un autre parce qu'il n'y avait pas un standard au niveau des réseaux télécoms. Quand on parle de bandes de fréquences licenciées ou non licenciées, c'est le canal en fait par lequel le réseau va communiquer. Donc c'est souvent exprimé sur les mégahertz et c'est l'avantage d'utiliser derrière une fréquence libre. Ça va être de ne pas payer de frais et de demander aucune autorisation de connexion à l'opérateur. Par contre, en retour, il peut avoir certaines restrictions techniques pour permettre le partage du réseau avec d'autres utilisateurs et ça peut aussi avoir un impact sur l'acquittement des messages. Dernier critère, ça va être au niveau des aspects de la sécurité. Donc ça va regrouper tous les aspects d'authentification sur le réseau, donc notamment vérification des droits d'accès et tout ce qui est protocole de sécurité respecté. Donc maintenant que nous avons en tête un peu ces critères, passons aux technologies aujourd'hui déployées. Donc on a différentes façons de connecter un objet. On va souvent parler de courte distance vs longue distance. En courte distance, on va retrouver les technologies Wi-Fi, donc typiquement ce que l'on utilise à domicile, les technologies Bluetooth, beaucoup utilisées et évangélisées via les smartphones, les RFID, la technologie RFID très utilisée dans la logistique, ou dans la logistique. Pour les deux premiers, c'est vrai qu'on est sur des débits très élevés, mais une portée assez faible, donc inférieure à 100 mètres. Le RFID, elle, ça va se positionner sur des débits un peu plus faibles, mais des applications très très simplistes de type gestion de stock ou NFC. Derrière, on peut évoquer le LAN. Le LAN, c'est le Local Area Network, donc c'est typiquement un réseau d'entreprise ou ce qui va régir dans un hôpital le réseau de communication. Ensuite vient les technologies LPWAN, donc là tout ce qui est autour des technologies longue portée avec basse consommation. Donc là, ça va regrouper les technologies notamment LoRa Sigfox, et les nouvelles technologies déployées et standardisées par la 3GPP que sont le LTEM, le NB-IoT, le Cat1. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur les technologies qui sont présentes en bleu et qui sont marquées en bleu, puisque c'est les technologies qui sont aujourd'hui véritablement déployées en France. Donc à terme, évidemment, il y a aussi la 5G sur les réseaux cellulaires qui va arriver. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que
toutes ces technologies, elles restent complémentaires et elles vont répondre à des besoins différents sur le marché M2M IoT. C'est-à-dire que la part du gâteau est grande, c'est surtout que là, il y a énormément de cas d'utilisation possibles et que finalement, c'est grâce à ces réseaux, plus il va avoir ces différentes possibilités avec des caractéristiques techniques différentes, que vous allez pouvoir aussi faire des nouveaux cas d'application. Donc commençons par Sigfox. Sigfox qui est, il faut le dire, qui est le précurseur au niveau des technologies LPWAN, qui a été créé en 2009. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déployer son réseau en France, il a eu besoin de 2300 antennes, ce qui est très limité pour le déploiement d'un pays complet pour un opérateur. Donc sur les avantages du réseau Sigfox, en premier lieu, c'est la partie couverture, la partie longue portée. C'est vrai qu'il y a un très bon rayonnement en milieu urbain et avec une bonne couverture indoor ou dans les endroits enterrés, semi-enterrés. Ensuite, on va avoir accès à une très bonne autonomie. Certainement, c'est la technologie aujourd'hui la plus performante. En tout cas, en termes de recul, c'est ce qu'on peut avoir. Et aussi en termes de coûts, des coûts très compétitifs à la fois sur le prix des modules et sur l'accès aux services. On va dire qu'on va un peu mettre un petit bémol sur ces aspects de coûts. C'est vraiment sur un aspect d'économie d'échelle que vous allez avoir des coûts de modules bien plus allégés et même un accès aux services plus limité. Donc c'est vrai que c'est sur des grandes quantités de devices que vous allez encore plus profiter de cet aspect coût. Mais il est vrai que ces aspects, ces avantages sur la partie autonomie, sur la partie couverture, va amener certaines limitations d'usage. Typiquement, en termes de capacité, on va être sur du très faible débit, inférieur à 300 bits par seconde, ce qui ne permet pas typiquement d'envoyer des images ou de la vidéo, évidemment. C'est aussi limité en termes de nombre de messages par jour. On va être limité à 140 messages par jour, ce qui, encore une fois, peut être très limité sur des cas d'application où il y a besoin de remonter la donnée très, très, très régulièrement. Ensuite, il y a aussi les aspects de communication bidirectionnelle, unidirectionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore, malgré tout, il y a souvent des restrictions comme sur la partie communication bidirectionnelle, unidirectionnelle de Sigfox. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup axé sur la remontée de données et pas forcément pouvoir envoyer des messages directement sur son objet. Ensuite, sur l'aspect un peu plus de fiabilité du réseau de QoS, c'est pas forcément très adapté sur des objets en mobilité puisque ça nécessitant du temps réel, car il n'y a pas forcément de gestion de handover et ça va envoyer des positions toutes les 10 minutes au mieux avec une précision assez limitée. Donc sur des aspects, sur des applications critiques, ça peut comprendre certains risques. Derrière, c'est une technologie propriétaire, Sigfox, donc des modules jusqu'au réseau et même l'accès au cloud. Aussi, donc on est sur des bandes de fréquences non licenciées et partagées. Et c'est vrai que sur ces aspects-là, ça peut parfois créer un temps de latence un peu plus important, une congestion du réseau. Enfin, comme sur des technologies LPWAN classiques, on n'a pas d'accès à la voix. Donc encore une fois, là, ça limite certains cas d'application. Donc sur cette technologie, c'est vrai qu'elle est assez adaptée sur des applications qui ont besoin d'une grande autonomie, mais plutôt sur des choses non critiques, ne nécessitent pas forcément un temps de latence très faible et pas forcément non plus d'acquittement de messages derrière. Et des besoins de performance, notamment sur le besoin de l'envoi de données et le nombre de messages, assez limité. Donc on va retrouver en termes d'usage, c'est vrai que tout ce qui est autour des systèmes d'irrigation, notamment dans l'agriculture, tout ce qui est gestion des luminaires, ou le monitoring d'objets, de machines, avec des statuts de batterie on-off, vide ou ce genre de choses.
Dans le use case que j'ai mis un petit peu en avant, c'est typiquement sur les points d'information prospectus. Donc ça permet de mesurer le remplissage d'un point d'information. Et si le bac est vide, bah, il y a un message qui est envoyé directement sur la plateforme par exemple, d'une compagnie immobilière et qui va demander au technicien, qui va l'avertir pour lui dire ah bah, ce bac il est vide, il faut aller le remplir. Donc c'est vrai que ça va assez optimiser l'aspect de tournée et l'aspect logistique. Et surtout, qui plus est, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir du temps réel. Si pendant un quart d'heure, vous n'avez pas de prospectus, ce n'est pas non plus dramatique, va-t-on dire. Ensuite vient Laura. Donc c'est vrai que Laura, bah, c'est créé à la suite du lancement de Sigfox. C'est un peu une réaction des opérateurs lorsqu'il y a eu cette levée de fonds très importante de Sigfox qui a vraiment mis aussi une lumière sur le marché de l'IoT, les opérateurs télécoms ont lancé leur propre technologie LPWAN avec le réseau LoRa basé sur le protocole de télécommunication LoRaWAN. Donc les avantages, c'est vrai qu'ils sont assez similaires à Sigfox, avec une longue portée et un bon rayonnement en milieu urbain, une bonne couverture indoor, bonne autonomie. Là, il y a un accès à la bidirectionnalité côté LoRa. Il n'y a pas de limitation d'envoi de messages cependant. Et le gros avantage, pour moi en tout cas, du réseau LoRa, c'est la possibilité soit de passer par un réseau public, donc aujourd'hui en France typiquement principalement Genius de Bouygues Télécom, et ou privé. Et c'est vrai qu'en passant par un réseau privé, bah, vous créez en fait votre propre réseau de capteurs. Vous avez une gateway qui est reliée avec une carte SIM et qui remonte les données directement vers votre plateforme cloud. Et ça, c'est un vrai avantage de cette techno, c'est de pouvoir un petit peu cumuler un réseau public pour certains cas d'application et surtout un réseau privé vous permettant de créer votre propre réseau IoT. Et c'est très intéressant, notamment au niveau d'une entreprise, d'un campus derrière. Donc en termes de limitation, on reste quand même sur du faible débit, inférieur à 50 kilobits par seconde, toujours moyennement adapté aux objets en mobilité nécessitant du temps réel. Et sur le réseau public, lorsqu'on est sur des bandes non licenciées, ça peut amener une congestion du réseau si trop de messages envoyés en même temps. Ensuite, en termes de couverture sur la partie roaming agreement, aujourd'hui, on a encore un petit peu de retard sur cette partie LoRa. Et enfin, il n'y a pas non plus d'accès à la voix. Donc c'est vrai que en termes d'usage, on est beaucoup sur la gestion intelligente des bâtiments, le smart city, et on le voit nous dans notre marché, beaucoup de réseaux privés avec des capteurs associés. Donc typiquement sur le use case, ça va être un smart building ou un campus où il y aura donc une gateway qui permettra d'avoir un réseau privé avec un réseau de capteurs l'entourant, donc typiquement des capteurs de température, de présence qui seront installés à droite et à gauche dans le bâtiment, et toutes les données seront remontées via la gateway. Donc ça le permettra typiquement d'optimiser l'efficience énergétique d'un bâtiment. Donc le petit nouveau derrière sur les technologies LPWAN, ça va être le LTEM. Donc le LTEM, c'est déployé en France depuis fin 2018, donc vraiment très récemment par Orange, et c'est une extension de la 4G LTE, donc standardisée aussi par la 3GPP, et pour les opérateurs, cela nécessite simplement un update software des antennes actuellement déployées. Donc on peut espérer qu'effectivement le déploiement qui a véritablement démarré l'année dernière va vraiment s'accélérer sur cette année 2019. Donc c'est vrai que sur cette technologie LPWAN cellulaire, on va retrouver les avantages du LPWAN classique, donc une bonne couverture indoor, une bonne autonomie, des meilleurs coûts aussi sur les modules VS les technologies et GSM standards, surtout sur les modules 4G typiquement. Donc c'est vrai que ça c'est encore une fois les grands points forts des technologies LPWAN. Donc il y a encore un petit peu, on est encore en attente un petit peu plus de recul par rapport à cette techno, mais c'est vrai que malgré tout sur ces avantages de la technologie LPWAN, elle est certainement un peu encore en retrait vis-à-vis de Sigfox LoRa sur les aspects d'autonomie et de coût.
Donc c'est vrai qu'il y a encore une attente par rapport aux aspects d'économie d'échelle. Mais par contre, lié à ces avantages, il y a beaucoup moins de restrictions techniques que les réseaux précédemment cités. Donc c'est vrai qu'associé à la 4G, on va retrouver les performances associées au réseau cellulaire. Donc c'est bien évidemment gestion de la bidirectionnalité, c'est la gestion du handover. Donc quand on parle du handover, c'est vrai que je l'ai pas défini tout à l'heure, mais c'est la capacité du réseau à se connecter d'une antenne à une autre. Donc si un objet va typiquement à forte allure dans une voiture ou dans un train, c'est sa capacité en fait à connecter, déconnecter sur les différentes antennes qu'il va avoir sur son passage. Derrière aussi, on a un temps de latence très faible, plus qu'inférieur à 100 millisecondes. Autre avantage, c'est vrai qu'on est sur une technologie standardisée donc, et qui est liée à la 4G aujourd'hui et qui sera une couche de la 5G. Donc là, on est sur quelque chose d'assez pérenne et qui peut être assez intéressante en termes de déploiement. Vous êtes plutôt tranquille, vous allez avoir un réseau qui va fonctionner encore pendant de longues années. C'est vrai que dans certains pays, ça prépare la fin de la 2G. Typiquement en Suisse, c'est vrai qu'ils vont arrêter la 2G en 2020 et que le LTEM, ça permet vraiment de faire ce tampon aussi avec la 5G. Et un des grands points forts du LTEM, et c'est là où ça complète aussi cette techno bien le marché du LP WAN, c'est sa capacité à donner accès à la voix. Donc c'est vrai que vous allez avoir accès au canal voix via le LTE, et donc ça permet d'augmenter encore les cas d'application sur le marché des technologies LP WAN. Donc en termes de limitation, on reste sur du débit moyen, évalué entre 375 kilobits par seconde et 1 MO par seconde en montant descendant. Un déploiement qui est encore un peu limité, dans le monde, mais encore une fois, on est plutôt dans l'esprit que ça va assez rapidement s'accélérer. Et aussi, malgré tout, vu qu'on est sur une technologie assez nouvelle, on n'a pas encore véritablement les économies d'échelle, notamment sur les modules. Donc vraiment, le LTEM aura un vrai intérêt pour toute application métier avec des coûts d'intervention élevés, qui nécessitent une bonne autonomie, avec des problématiques indoor, et qui a un besoin de performance, qui a besoin de temps réel. Donc c'est vrai qu'en termes d'usage, bah là on va avoir tout ce qui est bracelet GPS, typiquement pour bracelet d'alerte pour les enfants, pour les personnes âgées. On va avoir tout ce qui est application de service d'urgence, tout ce qui est aussi maintenance à distance des compteurs d'eau, de chauffage. Et c'est vrai que dans le use case que j'ai mis en avant, c'est notamment sur les ascenseurs, c'est d'avoir une technologie qui va avoir aussi une bonne couverture sur des niveaux souterrains ou dans des bâtiments avec on va dire des murs assez épais, et que la voie va permettre quand même de bien faire son travail de service d'urgence et d'appel. Donc sur les technologies, bon ça c'est effectivement la plus ancienne et la plus connue, donc qui est aussi bien aussi dédiée au réseau mobile que pour des applications IoT. C'est vraiment la technologie de base du machine to machine. Donc c'est vrai que je vais passer un peu plus rapidement sur cette technologie. Donc c'est en avantage, évidemment, c'est un réseau mondial. Il y a plus de 180 pays grâce à une seule carte SIM. Vous pouvez avoir accès à 180 pays, donc c'est un vrai confort. C'est aussi multi-opérateur. Parfois, lorsque vous allez dans des pays étrangers, vous allez avoir une carte typiquement qui aura un accès en France aux différents opérateurs télécom locaux. C'est aussi un accès, un réseau très haut débit avec la 4G LTE et encore plus à venir avec la 5G. C'est une technologie standardisée, comme je le présentais au tout départ, qui permet de l'utiliser partout dans le monde sans se poser la question de si ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Et aussi, on est sur un maintien d'infrastructure très importante pour respecter les qualités, les QoS au niveau des télécoms. Donc, dans les limitations, par contre, là, on va retrouver une autonomie assez faible, vraiment des durées de batterie assez faibles. Et c'est vrai que sur des applications non branchées en secteur, c'est parfois une limitation qui peut être importante sur des cas d'application. Derrière aussi sur les modules GSM, notamment sur la 4G, ça peut être un petit peu coûteux. Donc il peut aussi avoir en termes de couverture sur les aspects indoor certaines problématiques et certains
manquement de remontée de données. Donc c'est vrai qu'après, en passant de la 2G, 3G, 4G, là on est sur des réseaux qui existent depuis très longtemps. Donc c'est vrai que le spectre d'usage est très important, puisque en 2G, on va être plutôt sur du faible débit, des objets qui ont été déployés quand même il y a de longues années, à des objets en 4G qui là, entre guillemets, en termes de capacité, ont à peu près aucune limite. Donc là, sur les aspects par contre de limitation, c'est sûr que l'autonomie va être un petit peu impactée. C'est vrai que dans les grands types d'usages, encore une fois, le spectre est très très large. Ça va être sur de la vidéosurveillance, sur tout ce qui est téléassistance, dans les solutions bancaires ou dans les bornes de recharge de véhicules électriques. Et le cas effectivement d'application assez simple, ça va être la vidéosurveillance qui a besoin d'une de très haut débit. Avec la 4G, vous allez avoir accès typiquement à ce réseau. Donc là, c'est un petit peu un tableau qui va résumer assez bien tout ce que j'ai pu spécifier par technologie. Je vous laisserai un petit peu revoir ça à tête reposée. Du coup, on va bien retrouver ces différents avantages chez Sigfox, chez LoRa, tandis que sur les aspects de capacité, c'est sûr que le réseau cellulaire va être un peu plus intéressant. Les réseaux cellulaires vont être plus intéressants. Donc sur l'aspect point clé de réussite un petit peu de son projet IoT, il faut avant tout bien penser à la scalabilité de son projet. C'est vrai qu'il y a quelques années, quelques longues années maintenant, le marché vraiment commence à prendre en maturité. C'était le risque de multiplier d'époques. C'était notamment chez des grands groupes. C'était l'envie un peu de mieux comprendre et d'appréhender les technologies IoT qui arrivaient. Et donc du coup, c'était d'avoir des POC pour mieux maîtriser ça. Et le défaut par rapport à ça, c'est que pour certaines startups et pour certains porteurs de projets, ça limitait un petit peu la projection sur la scalabilité de son projet. C'est vrai que nous, ce qu'on voit avec l'expérience un petit peu qu'on a de suivi de startup, c'est qu'il faut mieux faire une V1 qui est peut-être un peu plus limitée, mais qui vous permettra de pénétrer plus rapidement sur le marché et de peut-être adapter derrière sur une version VD avec des performances supérieures. C'est d'ailleurs aussi ce qui peut se passer sur des technologies LP1 où une première version va être désignée sur du Sigfox et potentiellement une deuxième version sur un réseau GSM pour avoir des nouveaux cas d'application et des services différents finalement. Donc, comme je le disais aussi au début de la présentation, la connectivité, elle ne doit pas être une limitation au business ou une limitation technique. Il faut vraiment adapter le choix de son boîtier, sa techno, selon les fonctionnalités souhaitées. Donc c'est encore une fois véritablement vous, ce que vous voulez réaliser dans votre solution IoT qui doit décider de la connectivité, pas l'inverse. Ensuite, la partie business model. Business model, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale ou qu'on se lance dans un projet IoT. Donc, il faut vraiment bien mesurer l'impact de la connectivité sur son prix de vente. Souvent, nous, lors d'époques de clients, c'est vrai qu'il faut mieux un petit peu blinder, tester au maximum sa solution avec un petit peu des cas d'usage max pour bien savoir la volumétrie d'usage dont on a besoin pour ensuite avoir une idée de coût et pour l'intégrer directement dans son business model. Donc, encore une fois, c'est toujours plus facile de baisser un prix que de l'augmenter. Et rien n'empêche, suite à des premiers POC, au final, d'affiner quand vous allez déployer sur 100, 1000, 10 000 objets. Là, vous allez avoir encore plus de retours d'expérience et vous allez pouvoir affiner votre volumétrie d'usage et améliorer vos coûts. Autre point intéressant, c'est quand on voit bien, notamment sur cette chaîne IoT, c'est que tout est lié. Donc si un problème arrive sur une brique, toute la chaîne du produit est affectée. Donc si on prend véritablement l'exemple de la connectivité, donc s'il y a un problème réseau, et malheureusement ça arrive parfois, et là tout réseau confondu, il n'y aura pas de remontée de données, et donc ça
pourra mettre en péril votre service. Exemple, un message d'alerte qui va pas remonter. Et qui plus est, on pourra être potentiellement un peu en aveugle au niveau de notre produit si on n'a pas une information de localisation typiquement. Si ça provient du hardware, c'est une situation identique. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout est imbriqué ensemble et que donc faut bien comprendre derrière comment ça s'embrique et comment les différentes briques vont communiquer ensemble. Donc c'est-à-dire que comment le hardware va demander à la connectivité de fonctionner et derrière comment votre application va fonctionner. Et c'est souvent sur ces aspects de réseau, c'est souvent en fait finalement le boîtier qui va avoir un problème de paramétrage et donc, du coup, il faut vraiment bien savoir les questions à se poser derrière. Donc c'est vrai qu'avoir un partenaire assez familier avec ces différentes briques, ça peut vous aider sur un déploiement à grande échelle, tout en sachant que voilà, personne n'est expert non plus sur tous les sujets. Donc ensuite, et enfin, pour finir avant cette partie questions-réponses, sur les bonnes questions à se poser. C'est vrai que pour déterminer son choix de connectivité, il y a quand même des grandes questions à se poser. C'est ce qu'on voit aussi dans les critères que l'on a vu en début de présentation. C'est de savoir comment vais-je remonter les informations, donc typiquement par quel canal. Donc là, quand on parle de canal, on peut parler de data, de voix, de SMS. Deuxième question à se poser, c'est quelle fréquence mes données vais-je devoir remonter mes données. Donc ça va être différent si vous avez besoin de remonter une trame par jour, une trame par heure, une trame toutes les minutes ou toutes les secondes. Là, encore une fois, ça va être véritablement techniquement là où vous allez mesurer votre choix de connectivité. Assez identique, là c'est sur la partie capacité, ça va être le volume de données par mois dont je vais avoir besoin, inférieur typiquement à 1 méga ou 1 giga, là ça va être très différent en termes de fonctionnement pour ma solution. Ensuite, mon objet, comment fonctionne-t-il Est-ce qu'il est alimenté ou est-ce que vous allez avoir besoin d'une autonomie, d'une batterie assez importante? Donc là, c'est encore une fois très important dans le choix et ça dirigera la finalisation de votre objet. Ensuite, est-ce que ça va être statique, mobile? Donc, c'est des informations qui sont indispensables pour savoir le choix de la connectivité et surtout ce déclencheur de vos messages et de votre solution finale. Ensuite, c'est savoir un petit peu la position de son objet. Et dernier aspect, c'est tout ce qui est aspect de mise à jour, et c'est de savoir un petit peu à distance comment vous allez gérer vos objets et notamment les aspects de bidirectionnalité et de mettre à jour over the air votre objet. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser quand même assez tôt dans le déploiement de votre projet. Donc j'en ai fini de ma présentation. Donc là, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc un petit peu, je vais regarder sur le chat.